Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc du debunk du 24 bits 192 kHz, à savoir que c'est donc la seconde vidéo donc de toute une série qui est prévue. Vous avez déjà la première vidéo qui date de la semaine dernière, ce sera tous les samedis à 17h15 pour l'instant, en sachant que pour l'instant nous avons abordé donc l'introduction de tout ça, et donc notamment toutes les limites au côté oreille humaine, son fonctionnement, etc. De façon très simple, avec aussi, et je vous invite à aller regarder, vous avez alors donc cette première vidéo là, mais vous avez aussi donc la base de l'onde sonore et les fréquences sonores. Donc pareil, ça reste très basique, histoire de vous donner un petit peu les bases, parce que certains ne savent pas forcément, même moi ça m'a fait un petit refresh sur certains trucs, mais aussi pour être assez clair sur les hertz notamment, donc je vous invite à aller la voir, elle est vraiment utile, notamment pour donc la partie qu'on va justement aborder. La partie d'aujourd'hui, ça va être sur le 191 kHz, donc on va spécifiquement aller là-dessus, et donc notamment les limites de l'oreille humaine. Donc, ce qui fait que, regardez d'abord les deux premières vidéos avant de commencer par ici. Donc, les fichiers de musique numérique à 192 kHz n'offrent aucun avantage. Ils ne sont pas tout à fait neutres, la fidélité pratique est même légèrement pire. Les ultrasons sont un handicap lors de la lecture. C'est extrêmement intéressant, et en plus de ça, merci à Guillaume, qui m'avait déjà fait un petit cours sur ce sujet très précis, puisque, en gros, il m'a un peu expliqué ça, donc ça va être assez pratique pour vous résumer ça de façon très simple. Ni les transducteurs audio, donc les drivers, ni les amplificateurs de puissance, donc en gros votre ampli, votre DAC, tout ça, ne sont exempts de distorsion. Et la distorsion a tendance à augmenter rapidement aux fréquences les plus basses et les plus élevées. Si le même transducteur reproduit des ultrasons avec un contenu audible, toute non-linéarité déplacera une partie du contenu ultrasonique vers le bas, blablabla. En gros, on va résumer ça. Donc, encore une fois, on a de la distorsion, elle est juste extrêmement faible. Le problème étant, nous avons en bleu le côté un peu théorique de ce que peut entendre une oreille humaine, donc entre, donc, en gros, 20 Hz et 20 000 Hz, donc c'est cette partie en bleu. Du 192 000 Hz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, donc quand on parle de 192, donc ici, on va être à 20 000 Hz, donc il nous faut des fichiers à 44,1 kHz. Après, c'est théorème de Nyquist, tout ça, donc ce qui fait qu'on va diviser par 2, ça nous fait du 22 500 Hz. Nous, on entend jusqu'à 20 000 Hz au mieux, et en fait, pour des raisons pratiques, ça a été créé de cette façon-là pour le côté vidéo, pour que ça se mette en lien sans problème. Donc on est à 22 500 Hz, ce qui est déjà un petit peu au-dessus de l'oreille humaine, donc au moins ça permet d'avoir un peu de largeur. Ok. Donc quand on parle de 192 kHz, en gros on est à 96 000 Hz en réalité. Ce qui est déjà beaucoup trop haut. Au-delà de ça, le problème étant que quand vous voulez avoir un fichier à 192 kHz, vous allez avoir toute cette plage-là, donc cette plage est utile, mais celle-ci non. Donc ce qui fait que la majorité du fichier va avoir du contenu que nous ne pouvons pas entendre. Et je tiens à le redire, nous ne pouvons pas techniquement l'entendre. Et le problème étant que dans certains fichiers, il y aura peut-être des petites choses. Donc ici, on prend 2K, 30 kHz et 33 kHz. Le problème qu'il peut y avoir, donc ça peut venir du driver, ça peut venir de votre ampli, et donc du fichier. Ce truc-là qu'on n'est pas censé entendre à 30 ou 33 kHz, et ben le problème c'est que comme il ne saura pas très bien l'interpréter, donc soit l'ampli, soit le driver, soit quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous le remettre à un endroit qu'on peut entendre. Et là c'est le problème. Parce que du coup ça va altérer votre écoute de façon très faible, donc ça peut être un bruit de fond, ça peut être un petit son, un truc comme ça, qui va venir dans une partie audible que vous n'êtes pas censé avoir. Et en gros, donc là, il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer cette distorsion supplémentaire, ce petit changement supplémentaire. Eh bien, déjà, tout simplement, ne pas utiliser un fichier en 191 kHz. Comme ça, déjà, il n'y a pas de problème d'interprétation. Avoir un système qui ne permet tout simplement pas de reproduire les ultrasons. Donc d'avoir un driver qui va de 20 Hz à 20 kHz, et c'est tout. D'avoir un amplificateur aussi, dans le même principe. Ou sinon, de savoir gérer toute cette bande-là, mais de façon parfaite. Et donc, de savoir ne pas faire d'intermodulation, ne pas faire d'interprétation, et de le redescendre sur une partie audible.
Alors, en plus de ça, il a ajouté un petit test, le monsieur, c'est des tests intermodaux. Donc, en gros, vous avez 4 choses donc, pour permettre de savoir si votre système va vous faire entendre un son que vous n'êtes pas censé entendre. Donc, une simple tonalité en 30 kHz et 33 kHz, avec un fichier en 24 bits 96, des tonalités gazouillantes, donc en gros des petits oiseaux, etc. Donc à 26 kHz et 48, donc de 26 kHz à 48 kHz et à 96. Donc en gros un fichier en 24 bits en 96 et 192 kHz. Et un clip de chanson qui est là décalé à 24 kHz. Et le tout en 96 kHz. Avec la version originale du clip. Donc en gros, ce clip-là, vous n'êtes pas censé l'entendre. Ce clip-là, vous êtes censé l'entendre. Et si vous entendez ça, ça veut dire que votre système n'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de jouer, et donc il va le modifier pour qu'il se soit dans une partie audible. Donc ça peut être, du coup, un défaut de votre système. Au-delà de ça, ce truc-là, c'est très très important, puisque c'est même ça fait partie de la miniature de la chaîne. Ce truc-là, il est dit, oui, alors le mieux, c'est quand même de reprendre Qobuz 24 bits, parce que Qobuz utilise beaucoup ça pour mettre en avant, justement, ce petit truc de... Le MP3, c'est tout carré, quand vous prenez du ARS, c'est tout lisse. En réalité, c'est plus simple que ça, et c'est vachement moins complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, cette courbe-là qu'on voit ici, la courbe qu'on voit ici, c'est une courbe, en gros, en analogique. Les courbes que l'on voit ici, et ces deux-là sont fausses dans l'idée que propose ici Qobuz, ce truc-là, elles sont fausses. Mais l'interprétation, en fait, ce truc-là est vrai, le fait de dire c'est des qualités, c'est l'équivalent, on va avoir plus d'informations, c'est faux, ça marche pas comme ça. Mais, ce principe-là, en fait, c'est des maths. C'est-à-dire que, là, si on regarde, voilà, donc... si on examine cet élément suivant, on a l'impression que c'est dégueulasse, que ça coupe des choses, etc. Mais en fait, le truc, c'est que, encore une fois, si on n'y connaît rien, on va prendre la première interprétation qu'on connaît. Moi, le premier, je l'ai été comme ça, je me dis, wow, dis donc, ceci, c'est moins bien. Sauf qu'en gros, c'est entièrement là. Hein. Donc là, il explique la fréquence de Nyquist, donc comment c'est fait, pourquoi on doit diviser par 2. Et surtout, c'est des maths. C'est complètement des maths. Donc la plus connue exigence de limitation de bande, les signaux avec un contenu de fréquence de Nyquist doivent être passe-bas, donc après il y a des systèmes. En gros, ce qu'il faut comprendre, je vais résumer globalement un petit peu ce qui est dit, pour que l'on passe d'un système, donc la ligne rouge à la ligne bleue, et c'est simplement des maths. Donc c'est-à-dire que en numérique, on aura cette forme-là, mais quand on va la repasser en analogique, donc il y a des calculs, il y a des systèmes, il y a des algorithmes, il y a des filtres, il y a même de l'anticrénelage, donc il y a tout un truc, c'est vraiment complexe, qui fait qu'on va se retrouver avec cette ligne-là. Donc dans l'idée, ce n'est pas altéré. Et c'est pas altéré depuis des années, hein. Ça existe depuis très très longtemps ce truc-là, donc ce n'est clairement pas nouveau. Donc on a ce truc-là, donc tous les signaux dont le contenu est entièrement inférieur à 1, donc là c'est pas forcément ça. Donc en gros, voilà, c'est surtout l'échantillonnage n'affecte pas la réponse en fréquence ou la phase. Le signal analogique peut être reconstruit sans perte, en douceur, avec le timing exact du signal analogique d'origine. Et ça existe depuis longtemps. On a le suréchantillonnage. Le taux d'échantillonnage supérieur à 48 kHz ne sont pas pertinents pour les données audio haute fidélité, mais ils sont essentiels en interne à plusieurs techniques audio numériques modernes. Le suréchantillonnage est le plus pertinent. En gros, juste pour comprendre très très rapidement, nous on a besoin que du 44,1 kHz parce qu'à l'écoute, dans tous les cas, on n'entendra pas mieux. Avoir du 48 kHz, c'est un intérêt pour le mixage. Parce que comme ça, en fait, au niveau des instruments, on va pouvoir jouer avec les fréquences sans tuer, en fait, des informations qui pourraient nous être intéressantes, dans le sens où on va pouvoir redescendre des trucs ou les remonter et avoir, en fait, cette largeur supplémentaire pour pouvoir travailler, parfois un peu en dehors de limites, pour pouvoir les retravailler un peu comme on veut. Donc c'est uniquement dans ce cadre-là où ça va être intéressant. Donc, cela permet d'obtenir des filtres anti-aliasing analogiques plus simples, plus fluides et plus fiables aussi, et donc une fidélité plus élevée, donc dans le cadre ici.
Cet espace supplémentaire entre 20 kHz et la fréquence de Nyquist n'est essentiellement qu'un simple remplissage spectral pour le filtre analogique. Donc voilà, donc c'est juste une histoire d'un côté filtre, tout ça. Ce n'est que la moitié de l'histoire, étant donné que les filtres numériques présentent peu de limitations pratiques par rapport à la filtre analogique, nous pouvons réaliser le processus d'anticrénélage avec une plus grande efficacité et précision numériquement. Le signal numérique brut à très haut débit passe à travers un filtre numérique anti-aliasing qui n'a aucune difficulté à adapter une bande de transition dans un espace restreint. Là, c'est technique, hein, voilà, on va juste lire, mais en gros, pour faire simple, voilà, c'est pour des raisons pratiques qu'on a tendance à jouer plus avec du 48 kHz plutôt que voilà, c'est juste pour un peu plus facilement jouer, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. La lecture sur échantillonnage fonctionne approximativement à l'inverse, bref, en gros, c'est plus pratique pour le mixage. Cela signifie que nous pouvons utiliser un son à faible débit de 44,1 ou 48 kHz avec tous les avantages et de fidélité d'un échantillonnage de 192 kHz ou plus, réponse en fréquence, fluide, faible aliasing, et aucun des inconvénients. L'ultrason provoquant une distorsion d'intermodulation, espace perdu. Presque tous les convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques, donc là c'est analogique vers numérique, et quand vous écoutez la musique c'est donc un DAC numérique vers analogique, actuel, suréchantillonne à des taux très élevés. Peu de gens réalisent que cela se produit car c'est complètement automatique et caché. Donc les ADC et les DAC ne suréchantillonnent pas toujours de manière transparente. Il y a 30 ans, certaines consoles d'enregistrement enregistraient à des fréquences d'échantillonnage élevées en utilisant uniquement des filtres analogiques, et la production et le mastering utilisaient simplement ce signal à fréquence élevée. Les étapes numériques d'anticrénélage et de décimation, rééchantillonnage à un taux inférieur pour les CD ou les DAT, alors je ne sais pas ce que c'est que les DAT, mais tant pis, ont eu lieu dans les étapes finales du mastering. C'est peut-être l'une des premières raisons pour lesquelles le 196 et 192 sont devenus associés à la production musicale professionnelle. En gros, c'est plus pratique pour faire redescendre et repasser sur le CD. Mais ce n'est que pour la production musicale. C'est juste pour ça. Donc, voilà un petit peu pour cette partie-là. Ce qu'il faut comprendre, en gros, et je tiens à le redire, c'est qu'en gros, quand vous prenez du 192 kHz, c'est un peu comme si vous preniez une bouteille, et vous la remplissez parce que vous avez soif juste d'un seul verre, d'un verre d'eau. Mais vous prenez toute une bouteille. Ça va prendre de la place. Ça n'est pas utile. Le principe du 192 kHz, c'est à peu près la même chose. Alors, en plus de ça, on a des inconvénients comme des ultrasons qui vont sortir en dessous. Donc, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention de ce point de vue-là. Il est facile de croire dans notre tête que plus on a de Hertz, et plus mieux ce sera. Je vous reviens rapidement et je vais faire un très rapide résumé. Ici, on n'est pas sur les mêmes fréquences qu'ici. C'est ce que ça veut nous faire croire. Je vous invite très fortement à aller voir les bases des ondes sonores. Mais pour bien reprendre cette petite vidéo et prendre surtout le truc intéressant, c'est le fait que, en fait, on va pas avoir... en gros, on va pas avoir le... Ce qui nous montre là, c'est en fait comme si on était sur des fréquences différentes. Donc entre 1200 et 191 Hz, l'onde n'est pas du tout pareil. Et en gros, c'est ça qu'ils essaient de nous faire croire. En fait, non, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça, c'est factuellement faux. On devrait avoir une onde très rapprochée, et avec une onde très très rapprochée, effectivement, on serait sur la même chose. Mais factuellement, ça ne change, c'est faux. Puisqu'en gros, là, on est sur de l'analogique, puis là, on est sur du numérique dans les deux cas, mais ça veut rien dire. Parce que le CDKIT et MP3, on est quand même sur les mêmes fréquences. Le MP3 ne découpe pas, en fait, d'informations. En fait, là, c'est juste du recalcul. Donc après, ça va être autre chose pour parler de tout ce qui est format, et qu'est-ce que fait le MP3 par rapport à la qualité CD. Alors ça, c'est un autre sujet qui pourrait être intéressant d'aborder. Il va falloir que je trouve un très très bon article de ce point de vue-là pour arriver à vous le vulgariser au mieux. Mais ce qui fait que déjà là-dessus, non, il n'y a pas besoin. Vous pouvez prendre du flag pour être sûr d'avoir un peu tous les détails, si vous dites peut-être que... Mais déjà, ça n'est pas vraiment très très utile d'avoir au-delà de ça du lossless rien que pour ça. Un très bon MP3 bien encodé, donc encore une fois, il faut que le mixage soit important. C'est déjà quelque chose d'important. Je suis à 14 minutes, c'est très bien. Autre chose, on va parler
dans la semaine prochaine, on va parler de tout ce qui est 24 bits. Et donc, là-dessus, on va parler de la dynamique. Il faudra aussi que je vous parle de mixage. On va aller rapidement sur Deezer pour vous préparer, si jamais déjà vous aimez le métal. Mais qu'en plus de ça, vous voulez voir la dynamique et les différents problèmes de la dynamique. C'est-à-dire des sons qui vont avoir une très grande dynamique, donc entre les sons faibles et les sons forts, et donc quelque chose qui va être très percutant, qui va être vraiment très vivant, et un son extrêmement compressé en termes de dynamique, qui, on va tout entendre fort, mais bah, ça va avoir un effet plus mou. Globalement, la dynamique, en termes d'effet, de ressenti, c'est ce qu'on va entendre. Si vous aimez bien tout ce qui est donc métal, je vais avoir pour vous des petites choses intéressantes à écouter. Il y a une musique que j'aime beaucoup qui, malheureusement, a ce souci d'avoir trop... Ils ont trop joué avec la dynamique, parce qu'ils ont voulu vraiment qu'on entende bien. Mais peut-être un peu trop bien. Alors, il faut que je la retrouve dans tout ça. Vous avez en description les playlists, si jamais. Je vous retrouve ça, c'était D-Lane, et que je retrouve jamais quand je cherche, parce que ça fait 3 fois que je fais la vidéo, 3 fois que je cherche. We Are Everything. Alors, je suis obligé d'arrêter parce que YouTube, mais vous avez cette musique-là. Cette musique-là, je trouve qu'elle est jolie. J'aime beaucoup la voix de la chanteuse. Elle me fait beaucoup marrer la pochette au passage. Mais le problème étant que tout est compressé. Tout est vraiment compressé. La musique en elle-même pourrait être vraiment très très fun. Elle pourrait être vraiment très percutante, très impactante. Ce n'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment un très très gros problème. Ce qui fait que ça peut être un excellent exemple pour voir à quel point, si une dynamique est compressée, à quel point ça peut avoir de l'impact. Et vous avez par exemple, alors, le mélange un petit peu chelou du reggae et du metal, où vous avez American Sun, qui est plutôt pas mal en termes de dynamique. Vous avez... alors, Nothing Ever Matter, il me semble que ouais, c'est plutôt pas mal en termes de dynamique. Donc là, c'est bien percutant, c'est bien fun. Bad Omens, en tout cas cet album-là de Bad Omens, est vraiment bien. Très très bon album, avec une excellente dynamique, c'est très joli à écouter. Et en fait, le meilleur exemple pour ça, vous prenez une de ces musiques, les dernières que je vous ai données, vous les écoutez en boucle, puis après vous allez sur We Had Everything de D-Lane. Et vous allez voir que, waouh, ça fait bizarre. Une autre musique, si vous avez par exemple des haut-parleurs, alors ça marche très très bien. Vous avez... On va partir sur autre chose. Ce que j'avais remarqué... C'était Jean du Voyage. Alors, est-ce que je vais le voir, Jean du Voyage? Non, je vais le chercher. Comme ça, ce sera mieux. Jean du Voyage. Qui est français. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est Untitled. Untitled, elle est très, très dynamique. Elle a vraiment une grande, grande dynamique. Donc très agréable, et je peux vous dire qu'elle a une très grande dynamique parce que je l'ai testé sur des enceintes à 17 000 €. Ça marche extrêmement bien sur des très, très bonnes enceintes, cette musique. Vraiment, elle est très, très bien mixée. Donc ce qui fait qu'on a une grande dynamique, et elle est extrêmement agréable. Et vous allez pouvoir le ressentir, notamment sur des enceintes. Étonnamment, et je me suis dit, ouais, Wax Taylor, c'est vraiment pas mal. Donc vous prenez cette musique-là, surtout si vous avez des enceintes de qualité, vous allez le sentir. Sur les enceintes, la dynamique se ressent énormément. Et alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette musique. Quand je les ai écoutées sur ces mêmes enceintes à 17 000 €, j'ai senti la différence de dynamique. Sur des intras ou sur des casques, ça va pas spécialement se ressentir. Du moins, on peut faire avec. Alors, We Had Everything de D-Lane, même sur des intras, c'est ignoble. Vraiment, ça fait... ça pique, quoi. Ça se dit, merde, c'est dommage, on se fait chier sur cette musique alors qu'elle est trop bien. Et ça va encore pire sur des enceintes. Mais en gros, ça peut encore s'écouter. Sur des enceintes, vraiment, surtout si vous avez des bonnes enceintes, la différence sera très très nette. Et clairement, qu'on passait d'un Jean du Voyage où c'est extrêmement dynamique à Que Sera, qui pourtant est un enregistrement concert live,
Et bah, le problème étant que bah, il s'est dit que je vais peut-être compresser un peu la dynamique histoire que ce soit écoutable par tout le monde. Et le problème, c'est que c'est pas aussi dynamique que ça devrait être. Et là, c'est dommage. Parce que du coup, bah, c'est pas aussi fun que ça quand on part sur des enceintes, alors que ça devrait. Voilà, voilà, c'est un petit exercice comme ça, vous aurez un petit peu pour la suite tout ce qui est la dynamique qui est gérée sur la partie des bits, du coup, et qui donc a un impact sur donc la dynamique derrière. Et vous allez voir que rien que déjà là, les différences de dynamique dans les mixages sont vraiment très importantes. Je vais essayer de retrouver un autre article qui parle de choses précises par rapport au mixage de certains albums. Et là, on va rire un peu. Sur ce, en tout cas, merci à vous, n'hésitez pas à donner votre avis, etc. N'hésitez pas à donner peut-être d'autres articles dans le type. Et on se dit à bientôt pour de prochaines choses, de prochaines aventures. Il y a des articles qui arrivent très intéressants la semaine prochaine, notamment par rapport à Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Ciao!